Tous les soirs, on rentre dans les coulisses du biz pour comprendre comment les décisions importantes sont prises avec nos communicants, nos spécialistes des marques. Et avec nous ce soir, Julie de la Sablière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de l'agence de conseil Little Wing. Et Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication de Foncia. Et on commence tout de suite avec Boeing, toujours dans la tourmente. Tous les 737 MAX sont désormais cloués au sol après le crash du vol Ethiopian Airlines dimanche. Après l'Europe, après l'Asie, après le Canada, c'est les États-Unis qui cèdent et décident d'immobiliser ces appareils à la demande de Donald Trump. Décision prise plus de 24 heures après les premières interdictions de vol. Première question, Julie de la Sablière. D'abord, pourquoi avoir mis autant de temps pour les États-Unis? C'est une décision, effectivement, on s'est un peu posé la question pourquoi ce retard dans cette décision, avec des messages de Trump qui étaient un peu, qui allaient parfois dans le sens plutôt peut-être d'un patriotisme économique, d'un geste qu'on attendait, d'autant que la Chine a été un des premiers marchés à suspendre et immobiliser les avions. Dans cette guerre commerciale, on a pu penser ça. Et puis en même temps, il a fait des tweets assez assassins à l'égard de Boeing. Donc c'est vrai que la décision s'est fait attendre, mais quelque part, elle était rendue inévitable par une triple pression qui s'exerçait sur eux, à la fois la pression des autorités qui, partout dans tous les pays, ont commencé à interdire. Cet avion, il était sous supervision déjà, en tout cas sous surveillance depuis le crash d'octobre de 2018. Donc la décision a été très rapide et il y a eu vraiment des décisions en chaîne d'interdiction. La pression aussi des compagnies, puisqu'on l'a vu, Norwegian commence à demander des indemnités à Boeing, parce que les impacts sont très concrets maintenant et directs dans ces pays. Et puis la pression des consommateurs, qui est peut-être une des dimensions un peu nouvelles, on en reparlera dans cette gestion de crise Boeing, puisqu'on a littéralement des consommateurs qui refusaient de monter dans ces avions, qu'on fait monter ce hashtag pour dire qu'il fallait laisser au sol ces avions. Donc voilà, c'était vraiment inévitable. Et c'est une décision, et c'est intéressant de le noter, c'est une décision politique avant tout, puisque c'est Trump qui prend la parole et pas l'autorité qui est intervenue qu'en troisième. Voilà. Donc d'abord le statement de Trump, puis Boeing, et puis la FAA qui a fait son communiqué, donc il y a une heure à peu près. Exactement. Frédéric Fougera, Donald Trump a dit « La sécurité des Américains et de tous les passagers est notre priorité absolue ». Priorité absolue, il a mis quand même 24 heures. Alors d'abord, je suis pas certain que ce soit sa priorité absolue, c'est son discours absolu, mais est-ce que c'est sa priorité ? Quand on demande est-ce qu'il a pris du temps et est-ce que c'était si long de prendre cette décision, il la prend quand même à l'encontre de sa propre administration et de l'aviation civile américaine. Donc aujourd'hui, à l'instant, elle s'y soumet, mais finalement, c'est pas son avis. Donc ça, c'est assez intéressant quand même d'essayer de comprendre pourquoi il va à l'encontre de sa propre administration et donc de ses propres experts. Et est-ce que c'est la sécurité avant tout, ou est-ce que, comme le disait Julie, c'est une décision politique et quelque part électoraliste? Moi je serais plutôt pour la seconde solution. Une décision donc purement politique. Purement politique. Et qui ne va pas pouvoir durer longtemps dans le temps non plus. On va pas pouvoir mettre ces avions et pourquoi pas tout Boeing à l'arrêt. C'est intenable. Donc ça va pas pouvoir durer longtemps non plus. Donc c'est un effet. Et les États-Unis qui lâchent Boeing, enfin en tout cas l'administration américaine, ça envoie quoi comme signal, Julie de la Sablière ? C'est un peu un coup de grâce, parce que effectivement, cet avion, c'est un best-seller de la compagnie. On a 400 circulations, donc voir la décision américaine, je crois que c'est le Nigeria qui a annoncé dans la foulée. Donc, on va se retrouver dans une situation inédite où on a un parc de près de 400 avions qui vont être cloués au sol, avec des conséquences immédiates pour les compagnies aériennes qui vont devoir s'occuper de leurs passagers, mettre des nouveaux avions. On sait qu'elles ont quelques réserves d'avions, mais pas dans ces dimensions-là. Donc, ça va être une période très tendue avec des besoins de réponse extrêmement rapides, parce que c'est vrai que la demande d'indemnisation de Norwegian est tombée. Il y en a beaucoup qui vont arriver et les conséquences financières de cette crise vont être monstrueuses. Ouais. Frédéric Fougera, Boeing a dit avoir une confiance totale dans le 737 MAX, mais soutient la décision de clouer au sol ces appareils. Quel risque en termes d'image pour ce groupe ? Déjà, le seul fait de dire avoir une confiance totale, c'est déjà une position qui me paraît un petit peu étonnante, parce que dans une situation de crise, on a plutôt intérêt à absorber la crise et prendre la responsabilité a priori, et puis la culpabilité plus tard ou pas, alors que là, finalement, ils se dédouanent de tout. Il y a quand même 300 morts. C'est une erreur, selon vous, cette réaction ? Je la trouve très étonnante.
en même temps, donc plutôt erreur, oui, pour répondre directement à la question. Mais je la trouve étonnante parce que quand même le 737, Max, c'est la 4e génération de 737. L'avion a 50 ans, c'est un des plus vendus dans le monde avec la 320, c'est un des plus sûrs aussi. Donc évidemment, ils ont de bonnes raisons quand même d'avoir confiance dans leur avion. Reste qu'il y a 2 incidents qui se suivent. Est-ce que c'est juste l'effet du hasard ou la mise en avant d'une vraie cause, d'un réel problème? On ne le sait pas, et puis à mon avis, on ne le saura pas avant longtemps. Parce que les analyses de crash, ça prend des années. Donc c'est pas en quelques semaines, en quelques mois. Là, on dit ça fait 5 mois que le premier a eu un accident, on n'a toujours pas d'explication, donc il y en a un deuxième, on arrête tout. Oui, mais 5 mois, c'est rien dans ce type d'analyse d'accident. Le plus gros risque aujourd'hui, je dis, de la sablière, c'est la réputation pour Boeing. C'est la réputation, certainement. Je rejoins Frédéric sur le fait que annoncer qu'on a une totale confiance dans ces avions quand il y a plus de 300 morts, c'est quand même très compliqué. Après, ce qui est intéressant dans les gestions de crise dans le secteur de l'aérien, comme d'ailleurs en général dans le secteur industriel, c'est que c'est des crises où il n'y a pas d'effet d'aubaine. C'est-à-dire que les acteurs, parce que c'est des secteurs où il y a beaucoup d'interdépendance entre les acteurs, d'interdépendance économique, et puis parce qu'il y a finalement une certaine homogénéité dans les compétences et les expertises que tout le monde développe. C'est le même avion qui est sur la 320 et sur le Boeing et sur l'avion chinois qui est un moteur Faber-Safran. Donc c'est vrai que les acteurs se tapent pas les uns sur les autres dans ces situations de crise. Il y a plutôt une forme de solidarité, une envie de comprendre qui domine tout le reste. Et donc, ça serait intéressant. Je pense qu'il va y avoir quand même un effet de corps de tout le secteur de l'aérien pour essayer de comprendre et de régler au plus vite cette crise qui a un effet effectivement catastrophique sur l'image. Mais encore une fois, il y a ni gagnant ni perdant. Malheureusement, il y a que des perdants dans cette affaire. Comment rassurer, Frédéric Fougera, comment Boeing peut rassurer les investisseurs, les passagers, les compagnies aujourd'hui en termes de com? À mon avis, c'est la question que se pose la cellule de crise qui ne va pas dormir pendant plusieurs nuits. Effectivement, il faut soit apporter des réponses, et ça va être très long, c'est juste ce que je disais précédemment. Comme ça va être long, comment réagir soit il va falloir avoir des biais de communication pour pouvoir rassurer, mais à mon avis, c'est la principale question, au-delà d'essayer de comprendre pourquoi il y a 300 morts qui sont dus à 2 de leurs avions. Effectivement, c'est la question la plus compliquée, c'est comment se sortir de cette crise, et de cette crise d'image avant tout. Autre actu dans les coulisses du BIS, c'est Nissan qui arrête sa marque haut de gamme, Infiniti, en Europe, faute de pouvoir percer sur le marché des marques premium. Le constructeur va se concentrer sur les 2 premiers marchés automobiles mondiaux, la Chine et les États-Unis. Julie de la Sablière, comment expliquer que les SUV d'Infiniti n'aient pas percé en Europe? Alors effectivement, c'est un échec, et un échec assez cuisant pour cette alliance qui essaye de se remettre en selle aujourd'hui. On l'avait vu hier avec les annonces. C'est un échec assez cuisant parce que quand on regarde les chiffres, effectivement, 2017, 12 000 véhicules vendus en Europe, 2018, 6 000. Donc les chiffres sont extrêmement bas. Et puis l'échec commercial de ce modèle du Q30, qui était un modèle designé pour l'Europe et qui aujourd'hui marche mieux aux US qu'en Europe. Donc un échec de lecture du marché qui tient sans doute à une erreur d'analyse qui a été faite au départ, de se dire finalement les 3 marques de l'Alliance n'étaient pas capables de pénétrer le segment du haut de gamme parce que c'était un problème de marque essentiellement. Et en fait, très souvent, les acteurs qui font ce type d'analyse se trompent parce qu'il ne suffit pas, pour pénétrer un segment premium, d'avoir une marque premium, des produits premium et une expérience premium si on n'apporte rien à cette catégorie. Ça a été le cas, en fait, d'Infiniti, qui n'a pas apporté grand-chose à cette catégorie, même si elle a essayé d'en prendre tous les codes, contrairement à sa concurrente, par exemple Lexus, qui a été pionnier dans l'hybride et qui a amené l'hybride dans cette catégorie qui n'existait pas avant, ou comme Tesla l'a fait en apportant du full électrique. Frédéric Fougera, est-ce que c'est un problème de positionnement? Est-ce que finalement, parce que Infiniti avance l'argument que ce sont les nouvelles normes européennes en matière d'émissions polluantes qui sont à l'origine de ce départ d'Europe. Est-ce que ça veut dire que la réglementation est trop contraignante, ou est-ce que c'est une fausse excuse? La réglementation, elle est la même pour tout le monde, donc elle n'est pas spécifique et elle n'est pas faite pour leur nuire. Je rejoins Julie complètement dans ce qu'elle expliquait par rapport à Lexus, où eux, ils ont su apporter quelque chose de nouveau, et du coup, ça a créé une différenciation. Quand on parle du marché premium, déjà peut-être faut-il rappeler ce que c'est que du premium, comment on se positionne premium. Premium, c'est quand même un haut de gamme d'exception qui arrive vers le luxe qu'on dit abordable ou accessible. Ça veut dire une qualité de produit, une qualité de service, mais ça veut dire aussi un peu plus. Ça veut dire une expérience qui va être différente. Et l'expérience va être tant dans la qualité, dans le plaisir de l'objet, en l'occurrence d'une voiture, mais aussi des services qui vont être associés. Il y a des marques comme en Allemagne, qui sont connues de tous,
Ce sont des marques avec un ADN premium. Quand on est Toyota ou quand on est Nissan, on n'a pas cet ADN. Donc on a tout à inventer. C'est très facile si on rachète une marque premium et de s'installer sur ce marché-là. Ça l'est beaucoup moins quand on décide de créer une marque. Et résultat, Toyota y parvient parce qu'il apporte quelque chose de nouveau. Tous ces véhicules sont hybrides. Et Nissan est très en arrière avec Infiniti qui par ailleurs a très peu investi dans la publicité ou n'en a jamais fait, n'était pas présent dans les derniers salons mondial de l'auto à Paris ou le salon de l'auto à Genève. Voilà, beaucoup avaient ses propres concessions et n'étaient pas distribués chez Nissan, donc un accès finalement public assez réduit. Donc tout ça regroupé, ça fait une faible notoriété, peu d'exposition, peu d'attrait. Et finalement, les marques japonaises qui sont depuis toujours connues pour étant un petit peu supérieures aux autres, supérieures mais pas premium. Comment expliquer que Infiniti ait marché ou marche aux États-Unis et en Chine et pas en Europe? Julie de la Sablière, pour terminer. Sans doute le poids effectivement des constructeurs allemands qui ont fixé les standards de ce marché et qui continuent de le dominer assez largement. Et puis c'est vrai que cette décision est aussi un peu, je prends la question des normes européennes, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, Infiniti et Nissan annonçaient qu'ils allaient arrêter de produire en Angleterre dans leur usine de Sunderland. Donc c'est encore un nouveau coup dur pour nos amis anglais dans ce contexte qui est déjà un petit peu compliqué. Déjà très compliqué. Voilà. Et bon, là, ils parlent de restructuration. Ils n'ont pas mis cette décision sur le dos du Brexit, mais on voit bien que l'Europe en ce moment, voilà, est clairement un marché qui est sans doute un peu trop complexe à leurs yeux par rapport à des marchés américains ou chinois qui fonctionnent mieux. Merci beaucoup Julie de la Sablière, fondatrice de l'agence de conseil Little Wing, et Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia.